Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Julien Pagé, premier vice-président de l'UPA Montérégie, pour discuter du programme ALUS Montérégie, qui veille à l'aménagement de terres agricoles pour favoriser la biodiversité. M. Michel Pelletier, vice-président opérations et ingénierie chez Demers Ambulance, nous parle de la mise sur pied d'un projet pilote qui permettra de déployer des ambulances électriques à travers le Québec. Mme Catherine Beaulieu, directrice au développement et planification de la mobilité chez EXO, nous donne tous les détails de la nouvelle offre d'EXO à la demande à Mont-Saint-Hilaire et Autoburn Park. Finalement, notre journaliste Marie-Ève Brisebois revient sur la dernière séance du Conseil avec Mme Marilyn Nadeau, préfète de la MRC-VR. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un résumé des actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. À Autoburn Park, une élection partielle se prépare pour le district 2, le Pont-Noir. 3 candidats sont en lice, Alexandre Dubé-Poirier, Geneviève Duchesnay et un nouveau venu en politique municipale, Alexandre Turcotte. Les électeurs du district 2 pourront faire leur choix le dimanche 22 septembre au centre Marcel Lacoste, avec une journée de vote par anticipation prévue pour le 15 septembre. Les sièges est vacant depuis la démission de l'ancienne conseillère Marie-Christine Moore. Une course électorale promet d'être déterminante pour l'avenir de ce quartier d'Auburn Park. À Mont-Saint-Hilaire, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Stephen Guilbeault, a annoncé un financement de 650 000 $ pour soutenir les efforts de conservation et de restauration de la région de biosphère du Mont-Saint-Hilaire. Un montant fait partie d'un investissement total de plus de 11,7 millions de dollars alloués aux 19 régions de biosphère de l'UNESCO au Canada. Le nouveau financement permettra de protéger juridiquement 90 hectares supplémentaires et de restaurer 9 hectares à Mont-Saint-Hilaire au cours des 2 prochaines années. Le ministre Guilbeault a souligné l'importance des régions de biosphère et a affirmé l'engagement du Canada à protéger 30 % de ses terres et de ses eaux d'ici 2030, un geste déterminant pour la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. Cathy Goyette, directrice générale intérimaire de Belleuil, quittera son poste le 13 septembre pour devenir la nouvelle directrice générale de Saint-Basile-le-Grand. Goyette était une figure de stabilité à Belleuil depuis 2004. Son départ intervient alors que la ville de Belleuil doit conjuguer avec le départ récent de plusieurs hauts fonctionnaires. Du côté de Saint-Basile-le-Grand, l'arrivée de Goyette est perçue comme un nouveau départ après plus d'1 an d'intérim à la direction générale. Le maire Yves Lessard se réjouit de la nomination et voit en Goyette un atout pour le développement de la ville. Et François Blanchet, député de Belleuil-Chambly et chef du Bloc québécois, invite les organismes communautaires, les associations et les municipalités de sa circonscription à profiter du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le programme offre un financement pouvant atteindre 25 000 $ pour des projets visant à promouvoir le bénévolat, à encourager la participation et à sensibiliser sur le mauvais traitement envers les aînés. M. Blanchet souligne que les projets ont un impact tangible sur la qualité de vie des aînés et encourage vivement la soumission des propositions pour cette édition du programme. La période de présentation des demandes se termine le 12 septembre 2024. Voilà, c'était vos manchettes dans la vallée du Richelieu. La Fédération de l'UPA et ALUS Canada ont annoncé que ce seront plus de 24 hectares cette année qui seront aménagés pour favoriser la biodiversité. On est avec M. Julien Pagé. Vous êtes premier vice-président à la Fédération de l'UPA Montérégie. Bonjour. Bonjour. Donc, ALUS Canada, via le programme ALUS Montérégie, tout d'abord, qu'est-ce que c'est ce programme-là? C'est un programme qui vient encourager la mise en place d'aménagements chez les producteurs agricoles pour le bienfait de l'environnement. On parle de biodiversité, d'empêcher la pollution. Il y a différents types d'aménagements qui sont déjà définis dans le programme ALUS, qui va donner une rétribution au producteur. Le producteur, pour la partie de terrain qu'il va consacrer à son aménagement, il va recevoir un dédommagement pendant 5 ans, puis pour s'assurer, nous, que l'aménagement reste en place. Puis je vous dirais que même après 5 ans, la plupart des producteurs ont renouvelé pour un autre 5 ans. C'est très, très positif. Oui. On est très content du succès que le programme a chez les producteurs agricoles. Donc, ce n'est pas la première année? Non. Depuis 2016 que le programme existe en Montérégie. Comme je l'ai dit, depuis 2016, il y a déjà eu
un délai de 5 ans qui s'est écoulé. On a renouvelé ces producteurs-là pour s'assurer que les aménagements restent en place. On le sait, un aménagement, ça prend plusieurs années avant d'atteindre une maturité puis d'avoir les effets qu'on souhaite avoir sur l'environnement. C'est vraiment là, le but premier du programme, là, d'avoir des aménagements qui restent en place. Puis quand vous dites aménagement, Oui. à quoi ça peut ressembler? Ça peut être une abrise-vent, ça peut être une bande riveraine élargie. Dans le fond, une bande riveraine qui va au-delà du réglementaire, où est-ce qu'on pourrait aménager des arbustes, des plantes fleuries pour les pollinisateurs, certaines espèces d'oiseaux en péril aussi qui ont identifié par le programme pour encourager là, des oiseaux champêtres. On peut retarder la récolte d'un champ de foin pour laisser le temps aux oiseaux d'avoir leurs bébés, puis que les bébés soient assez âgés pour s'envoler, mais que le tracteur vienne récolter le foin. C'est toutes des adaptations que le producteur fait, puis qu'on trouve illogique que ce soit seulement le producteur qui ait à payer cette facture-là. C'est pour ça que le programme, là, il vient l'accompagner financièrement pour dire non, c'est pas simplement. Toi, tu vas fournir le terrain ou fournir le besoin. Exactement. Puis le reste là, va être pris en main par une équipe là, pour s'assurer aussi là, que ça ne devienne pas là, trop lourd pour le producteur. C'est ça. Et les producteurs vont appliquer volontairement à ce programme-là? Exactement. Nous, tout le long de l'année, le producteur là, peut déposer pour l'année en cours ou l'année suivante pour dire que lui, il serait intéressé, qu'il avait déjà en tête là, une parcelle, un bout de champ qui est souvent là, problématique au niveau de l'érosion, au niveau, peu importe, mais nous, c'est ça, on va aller voir. Puis si c'est des espèces en péril aussi, si lui a remarqué l'espèce comme telle sur son entreprise, mais là, ça aussi, ça peut être là, un déclencheur pour nous contacter puis voir s'il pourrait être admissible pour pouvoir favoriser cette espèce-là. Oui, puis une fois qu'un producteur est admissible, que son projet est accepté, donc c'est vraiment clé en main. Lui, il, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il vous fournit le problème. Ouais. Puis ensuite, vous avez des équipes qui vont s'occuper de l'aménagement. Il y a un volet éducatif aussi. Oui. Souvent, les entreprises ont déjà un club conseil, un agronome qui travaille. Fait que nous, c'est sûr, s'il y a déjà un service qui est là, présent, mais on va travailler en collaboration avec ce service-là. On ne prend pas la place à personne. Si, par contre, il n'y a personne, on va s'assurer de ne pas laisser le producteur là, seul. Oui, il y a un volet éducatif, puis ça fonctionne. On le voit avec les années. Il n'est vraiment pas rare que même le producteur là, va aller au-delà de ce que le programme prévoit. Il va rajouter des arbres il va le financer par lui-même. Parce qu'il voit les effets positifs. Exactement. Puis souvent, il y a des effets là, collatéraux là, qu'on sous-estime. On fait l'aménagement, je le disais tantôt, pour solutionner un problème d'érosion, pour solutionner un problème là, de vent, de peu importe. Mais l'aménagement là, va venir apporter là, beaucoup plus d'avantages qu'on l'aurait même espéré. Fait que souvent, on vous dit que ce n'est pas 2 pierres d'un coup, c'est 10 pierres d'un coup. On est vraiment fiers là, de tous les effets qu'un aménagement peut faire au niveau de la biodiversité. Donc, un beau programme pour valoriser l'agriculture durable. Et d'ailleurs, il y a une liste d'attente, là, c'est en pleine croissance, la demande. Effectivement, j'invite les municipalités, les MRC à devenir partenaires du programme pour qu'on puisse faire davantage pour la société, pour l'environnement. Merci, M. Pagé. Ça fait plaisir. Le 19 août dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, a annoncé l'octroi de 2,1 millions de dollars à Demers Ambulance. On est avec M. Michel Pelletier. Vous êtes vice-président opérations et ingénierie chez Demers Ambulance. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, 2,1 millions de dollars qui va servir à un projet pilote. Qu'en est-il de ce projet? Oui, en fait, c'est pour un projet pilote pour notre véhicule, notre ambulance électrique qu'on appelle le EFX. Puis, ce projet-là, il a commencé en 2018 avec la conception, avec l'idée de concevoir une ambulance vraiment innovateur pour aider nos paramédics à mieux faire leur travail. Puis, tant qu'à regarder vers le futur, on s'est dit, bien, l'électrification fait partie du futur. Puis, c'est à ce moment-là qu'on a partenarié avec Lyon pour faire un châssis adapté vraiment à notre nouveau ambulance qu'on voulait faire. Oui, Lyon Électrique est une entreprise d'ici également, de Saint-Jérôme. Donc,
Lyon bâtit cette structure, les roues, le châssis, etc. Oui. Puis Demers Ambulance, vous faites tout le reste. Tout ce qui touche au travail des paramédics, c'est vous. Absolument, absolument. Fait que c'est surtout l'habitacle patient qu'on appelle, où ce que les paramédics soignent le patient, mais il y a aussi quelques éléments qui touchent au châssis en avant. Quand ils conduisent, bien, il y a des systèmes de contrôle qu'ils doivent activer, les lumières, les sirènes et tout. Fait qu'on a tout travaillé avec Lyon pour cette portion-là, pour être sûr que tout rentre dans les espaces voulus. Puis, on a aussi utilisé l'opportunité de dire, pour faire l'innovation qu'on voulait faire dans la section patient, il y avait des changements au niveau du châssis qu'on avait besoin, où positionner les batteries et tout pour avoir les portes d'accès. Fait qu'on a eu cette opportunité-là avec Lyon pour vraiment partir d'une page blanche pour commencer pour finir avec le produit qu'on voulait. Oui, puis vous avez également travaillé de pair avec des paramédics qui ont pu tester, qui ont pu vous donner leur rétroaction également. Ça a été quoi le processus? Oui, fait que c'était le début du process, en fait. On est allé voir des clients, puis on est très proche de nos clients. C'est pour ça qu'on est fiers du produit qu'on fait. On travaille avec les paramédics, puis on voulait savoir comment est-ce qu'ils travaillent, c'est quoi des appels typiques qu'ils ont à faire. Puis l'objectif, c'était, au lieu que le paramédic se déplace vers les équipements, comment est-ce qu'on apporte des équipements vers le paramédic? Puis de tout ça, on a sorti des systèmes de caissons, de rangement innovateurs, des sièges absolument extraordinaires qui sont capables de se déployer vraiment sans effort. Fait que tu es capable de te positionner à gauche, à droite, de t'approcher du patient. Wow. Fait que c'est tout ça. Mais pour faire ça, ça te prend de l'espace en arrière. Puis c'est là où ce que le plancher, tu sais, les espaces qu'on peut travailler avec le châssis, sont quand même restreints. Puis c'est ça que de travailler avec Lyon nous a aidé à faire, vraiment d'avoir les espaces voulus pour travailler avec nos paramédics. Fait qu'au début, puis après ça, tout le processus de validation par après. Oui, et 2,1 millions de dollars, ça va servir à mettre 10 ambulances sur la route. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en fonction présentement? Pas encore. On devrait avoir les premiers roulés cet automne. En fait, on a le processus de fabrication sur une chaîne de production. Nous autres, on produit vraiment à la chaîne, ici à Belleuil. Puis, tu veux valider les billes de matière, les nomenclatures pour être sûr que tout est correct, les instructions de travail. Fait qu'on fait des véhicules Pilotron, qu'on appelle. Fait qu'on a déjà fait 2 véhicules Pilotron pour tester notre ligne d'assemblage, être sûr que tout est correct. Puis on est vraiment dans les phases finales là, de débogage, disons, pour amener ces véhicules-là sur la route. Oui. Puis, évidemment, quand on pense véhicule électrique, on pense à l'autonomie. Si j'habite en région, est-ce que l'ambulance va se rendre jusque là-bas? Donc, ça ressemble à quoi là, d'un point de vue autonomie? Oui. Ouais. Un véhicule, notre châssis permet 200 km d'autonomie. Puis le programme a été en partenariat avec Propulsion Québec. Puis eux autres, c'est un joueur clé dans le processus parce qu'eux travaillent avec les services ambulanciers qui vont faire l'acquisition de ces véhicules-là pour voir si l'application rentre bien dans leurs besoins, puis ils vont être capables de l'utiliser. Si tu couvres une région qui fait en sorte que tu as des longs transports, peut-être que ce n'est pas le bon véhicule pour toi, mais dans des régions plus urbaines, ça rentre plus ça cadre plus avec leurs besoins. Oui, donc c'est ça. Comme vous l'avez dit, ça va être du cas par cas. Les régions vont pouvoir, en fait, les propriétaires là, de flottes d'ambulances, en fait, vont pouvoir tester tout ça avec Propulsion Québec. Exactement. Et Demers Ambulance, une entreprise de la région, vous êtes à Belleuil. Vous avez participé à ce projet-là d'électrification. C'est quoi la vision de Demers Ambulance par rapport au virage vert? Bien, on sait que ça s'en va vers le virage vert, mais on sait aussi que ça va prendre du temps. Nous autres, notre rôle là-dedans, c'est de bâtir des véhicules dans lesquels nos clients vont avoir confiance. Puis ça prend aussi l'infrastructure, mais on joue quand même un rôle clé, nous, avec Lyon, de dire que ce véhicule-là va rencontrer vos besoins pour que d'ici les prochaines années, bien, on voit le virage vers le vert. Mais ça va être un virage, là, puis je ne pense pas que ça va être à 90 degrés. Ça va prendre le temps, mais c'est des projets pilotes, comme on va faire, qui vont aider les entreprises à avoir confiance, puis dire « Hey, ça fonctionne pour moi ». Puis là, c'est les autres services qui vont se parler ensemble, qui vont dire « Hey, oui, je pense que ça pourrait fonctionner avec moi. » Oui. Oui, définitivement. Donc, c'est un projet pilote qu'on va continuer de suivre. On a très hâte de voir ces premières ambulances-là sur nos routes dès cet automne. Merci, M. Pelletier, d'être venu à nos studios Ça m'a aujourd'hui. fait plaisir. Merci à toi.
Le 19 août dernier, EXO a annoncé le déploiement de son service EXO à la demande pour les zones d'Ottoburn Park et Mont-Saint-Hilaire. On est avec Mme Catherine Beaulieu. Vous êtes directrice développement et planification à la mobilité chez EXO. Bonjour. Bonjour. Donc, ça, c'est venu du succès que vous avez eu pour les régions de Belleuil et McMasterville, d'EXO à la demande. Comment avez-vous mesuré ce succès-là d'abord? Une excellente question parce que c'est vraiment important pour nous de monitorer, de suivre et de s'assurer du succès et d'apprendre. Donc, il y a eu plusieurs critères, mais entre autres, bien sûr, l'achalandage est un critère de choix. Et on a vu que vraiment l'achalandage a été en progression. C'est même parfois, là, jusqu'à certaines heures, jusqu'à 3 fois l'achalandage qu'on voyait en 2019, donc même avant la pandémie. Donc, ça, c'était un très, très grand succès. On regarde aussi, bien sûr, les taux de satisfaction. Donc, des clients, on a des sondages de satisfaction à intervalles réguliers qui sont aussi très bons, donc au-delà de 80 %. Et les plaintes, on regarde aussi la saturation du service et ça se passe très bien également. Oui. Donc, voilà. Donc, comme vous dites, on a voulu propager ce service-là qui connaissait beaucoup de succès à d'autres secteurs. Donc, on avait un autre projet sur la Couronne-Nord aussi, à Terrebonne, qu'on expérimentait. Et là, c'est plus un pilote, parce qu'on a appris de ces pilotes-là, mais à Mont-Saint-Hilaire et Ottoburn Park. Donc, c'est le nouveau service qui est en vigueur, comme vous le disiez, depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant. Oui. Puis, comment vous avez choisi ces deux municipalités-là? En fait, on regarde tout un tas de facteurs là, qui semblent être des facteurs de succès. Il y a bien sûr la grandeur du territoire, par exemple, le type de population. On regarde la performance des lignes. Dans ce cas-ci, ça a été un des grands facteurs, donc de convertir des lignes qui avaient un petit peu moins de performance que d'autres sur notre réseau en transport à la demande, donc ce qui offre beaucoup plus de flexibilité aux gens. Donc, ils peuvent se déplacer quand ils veulent, avec des trajets plus direct parce qu'on ne fait pas des détours s'il n'y a pas de besoin et s'il n'y a pas de demande. Donc, c'est vraiment ça aussi qui fait du succès. C'est ce que les gens apprécient beaucoup, de ne plus attendre des 2 heures ou 1 heure d'intervalle. Oui. Donc, on se déplace un petit peu plus près du temps où on a besoin et avec des trajets plus directs. Puis, quand je pense à EXO à la demande, justement, pour des régions comme Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, dans ma tête, c'est des personnes peut-être plus âgées qui veulent aller faire leur commission, aller faire leur épicerie, puis qu'à pied, ça devient un petit peu trop long. Est-ce que c'est le type de clientèle là, qui utilise les services? Oui, bien, c'est en fait un des types de clientèle, oui, qui utilise le service parce que on le voit, le transport à la demande est vraiment bon pour des déplacements plus locaux. Et donc, les personnes aînées ont besoin de se déplacer là, souvent dans leur ville ou la ville voisine pour des services, les chez la coiffeuse. Exact. Voilà. Donc, oui, c'est le type de service. Au début, on craignait un petit peu, étant donné que c'est vraiment via une application, pas que, mais surtout que le service est offert, que ça pourrait être un frein, mais on voit que il l'apprivoise bien, ça se passe bien, même il apprécie de voir le bus s'en venir et ça sécurise, donc ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que ça répond aussi à des besoins de d'autres types de clientèle, notamment les jeunes apprécient beaucoup. Donc, ça fonctionne un petit peu à la Uber. Donc, je pense que c'est familier pour eux et ça leur offre aussi des nouvelles opportunités de déplacement. Donc, oui, tout plein de besoins. Puis à Terrebonne, qui est un petit peu différent, mais on a vu que là, c'est beaucoup les 18-44 ans qui sont les plus grands consommateurs du service. Donc, ça s'adapte vraiment à la démographie, je crois, du territoire où il est situé. Puis en fait, le modèle vous permet d'adapter, d'être flexible, d'adapter vraiment le réseau selon la région. Et pour terminer rapidement, à quoi peut-on s'attendre pour la suite? C'est quoi vos objectifs pour EXO à la demande? Bien, à très court terme, c'est sûr qu'on va bien suivre le succès de ce lancement-là qui est encore tout nouveau. Donc, il y aura peut-être certains petits ajustements qu'on va vouloir faire. Donc, ça, c'est notre priorité à court terme. Mais on pense déjà à d'autres zones. Donc, on veut continuer de déployer ce service-là. On voit que ça répond bien aux besoins. Donc, on viserait faire 2 à 4 zones par an. On est déjà en train de travailler sur une pour idéalement, avant la fin de l'année, une autre.
puis ensuite 2 à 4 par année. Étant donné nos défis financiers, c'est sûr qu'on vise d'abord des lignes moins performantes, donc ce n'est pas de l'ajout de service, c'est vraiment un changement, donc c'est à coût nul. Mais par la suite, on voit aussi du potentiel pour développer des secteurs qui n'ont pas de service, par exemple, ou d'autres types de besoins. Wow! Eh bien, on va rester à l'affût, puis on va mettre tous les détails là, pour ceux qui voudraient faire appel au service d'Exo à la demande. Merci, Mme Beaulieu, d'être passée à nos studios aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci. Madame Nadeau est avec nous aujourd'hui pour faire un retour sur le dernier conseil de la MRC-VR. Madame Nadeau, vous êtes préfète de la MRC-VR et mairesse de Saint-Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Madame Brisebois. Vous êtes avec nous aujourd'hui, tout d'abord, avec une belle invitation pour le 26 septembre prochain. Oui, en fait, on va avoir notre premier rendez-vous entrepreneurial de la vallée du Richelieu. Le tout va se passer à la rive gauche, à Belleuil. Donc, il va y avoir plusieurs activités, dont une trentaine de kiosques qui est, somme toute, gratuit pour ceux qui vont s'inscrire sur le site de la MRC. Donc, c'est une invitation vraiment à tous nos entrepreneurs et entrepreneurs. Et c'est gratuit et ces entrepreneurs-là peuvent s'attendre à avoir des conseils et des échanges à travers les différents kiosques. C'est pas seulement un événement où on va juste se promener, les gens vont revenir chez soi avec des informations. Oui, exactement, des outils. Il va y avoir une conférence aussi. En fait, cette conférence qui va être sur l'intelligence artificielle, qui est évidemment de nos jours très, très, très peu connue, mais qui est très intéressant. C'est des avenues qui sont justement des opportunités qui arrivent. Puis il va y avoir aussi une présentation intitulée « Innover ou périr ». Donc, c'est à ne pas manquer si on veut savoir la suite. Donc, l'invitation est lancée. Et côté de décision et appui, il y a le merveilleux programme MADA. Oui! Qui est très populaire des dernières années, puis qui crée un certain engouement et avec beaucoup d'intérêt aussi. Exactement. Pour aller à la phase 2 du MADA régional de la MRC, nous devions avoir quand même un nombre important de municipalités qui emboîtaient le pas. Donc, nous sommes 10 quand même sur 13 qui avancent ce projet-là. Donc, on a appuyé la demande collective pour passer à la phase 2. Donc, c'est très intéressant. Vous allez avoir une émission bientôt sur vos ondes qui explique un peu plus les détails du MADA régional. Municipalité Amis des aînés, qu'on appelle MADA en abréviation. Et voilà. Et vous avez aussi adopté 2 politiques le 21 août. En fait, reconduit 2 politiques. Exactement. En fait, nous avons une obligation, même les entrepreneurs se doivent d'avoir une politique au niveau du travail. Une sur la prévention d'incivilité, d'intimidation, de violence, d'harcèlement psychologique ou sexuel au travail. Donc, ceci était pour la MRC. Et l'autre, c'était la politique de violence conjugale, familiale et à caractère sexuel de la MRC-VR. Donc, nous avons mis une mise à jour, en fait, suite à une nouvelle réglementation là, qui vient d'être adoptée au niveau du gouvernement provincial. Donc, on s'est ajusté. Et côté décision pour l'environnement, la création d'une mosaïque à Saint-Hilaire, donc c'est un projet qui est à venir? Oui, en fait, c'est une création d'une mosaïque de milieu humide dans un bassin de débordement au cours d'eau ruisseau Bessette-Charbonneau. Donc, le conseil a approuvé, il veut supporter ce projet, en fait, qui vient vraiment dans le programme de restauration et de création de milieux humides là, et hydriques du ministère de l'Environnement. Parce que la MRC-VR compte quand même beaucoup de terres agricoles. Donc, l'environnement au niveau du conseil est très important. Exactement. Vous avez aussi un prix agricole pour supporter justement les projets dans ce sens? Oui, et c'est bien. Donc, c'est vraiment la première fois que nous allons avoir un prix agricole pour valoriser les producteurs et productrices qui mettent en place des meilleures pratiques agro-environnementales bénéfiques sur la qualité de l'eau. Et puisqu'on est aussi dans l'eau, comme vous savez, la MRC est vraiment soucieux de tout ce qu'il peut avoir dans notre Richelieu. Donc, on a aussi approuvé un mandat pour le laboratoire Eurofin et Environex de Longueuil pour la réalisation des analyses d'eau sur la rivière Richelieu pour les métaux solubles, les résidus de médicaments, etc. Puis, c'est environ 9 300 $ plus taxes. Donc, on a vraiment à cœur l'ensemble de notre territoire.
Et vous avez aussi, d'ailleurs, côté agricole, vous avez fait une mention pour TVR 9. Oui, exactement. C'est pour un projet, en fait, que la TVR 9 nous a présenté pour notre zone agricole. Donc, on est venu porter un appui là, à TVR 9. Puis, c'est sûr que s'ils peuvent réaliser ces émissions, ça va être après l'obtention du financement du MAPAC. En espérant que tout se passe comme désiré. Exactement. Et une dernière nouvelle au côté de matières résiduelles? Oui, en fait, il y a eu un avis de motion de M. Yves Lessard de Saint-Basile-le-Grand afin que leur ville puisse s'ajouter à notre collecte, que ce soit la collecte et le transport et le tri de l'acconditionnement des matières recyclables. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la région. Bien, ça débute très bien la saison automnale avec le conseil de la MRC-VA. Merci, Mme Nadeau, d'être venue à notre studio aujourd'hui. Merci, toujours un plaisir. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. TVR 9 est fier d'annoncer une toute nouvelle émission à venir cet automne. Accès mieux-être, animé par Michel Poitras, est une initiative de TVR 9 avec la table de concertation des aînés. Ce sera une série qui est dédiée à améliorer la qualité de vie des aînés de la vallée du Richelieu. Dans chaque épisode, on fera la promotion du bien-être, de la sécurité et de l'autonomie des aînés en présentant différentes ressources des organismes locaux. À venir dans vos écrans dès le 16 septembre prochain. Sur ce, bonne semaine à tous.